En avril 1945, Berlin s'était métamorphosé en un gigantesque abattoir urbain, pendant que le dirigeant ordonnait des offensives à des bataillons fantômes. Dans les rues en ruine, des patrouilles pendaient des enfants de 12 ans aux lampadaires pour désertion, jugeant coupables ceux qui fuyaient la puissance de feu de l'armée rouge. 60 km plus au sud, la poche de Halb emprisonnait environ 80 000 soldats de la 9e armée et des réfugiés civils pris au piège des combats. L'artillerie soviétique a pilonné la zone forestière, balayant les arbres et transformant ces bois verdoyants en une immense fosse commune à ciel ouvert. 80 ans plus tard, le sol forestier recrache encore les preuves matérielles de cette catastrophe provoquée par les dirigeants. Les archéologues grattent prudemment la couche de terre sablonneuse avec leurs truelles pour ne rien endommager. Ils dégagent lentement un squelette entier, dont le crâne a été fracturé par les ondes de choc des explosifs. Dans cet humus humide, des plaques d'identité militaire rouillées se mélangent aux petits éclats d'os humains dispersés par les obus. L'identification d'un individu déchiré par la guerre repose désormais sur une méthode d'investigation extrêmement ciblée. Le code génétique dentaire, extrait directement de la pulpe des molaires, reste le seul moyen scientifique d'associer un nom à ces uniformes en lambeaux. Cette documentation méticuleuse des morts anonymes contraste fortement avec les zones d'ombre persistantes autour du commandement suprême. Les gardes ont incinéré les restes d'Adolf Hitler dans les cratères de la chancellerie, privant l'histoire et les experts d'une preuve physique définitive. Le travail de recherche sur le terrain ne s'arrête pourtant pas aux tombes vides des hauts dignitaires du régime. Les chercheurs continuent d'extraire de l'ADN depuis ces tombes anonymes. Ces ossements exhumés dans les forêts appartenaient aux soldats dirigés depuis un bunker souterrain. L'ordre venait des profondeurs. Adolf Hitler se penchait sur des cartes d'état-major. En mars 1945, 60 km séparaient l'avant-garde soviétique de la porte de Brandebourg. Pourtant, cette distance n'existait pas sur le papier. Le Führer-Bunker s'enfonçait à 15 mètres sous le sol. 4 mètres de béton armé étouffaient le bruit de l'artillerie. Dans ce silence artificiel, le dictateur déplaçait des pions imaginaires. Il exigeait des contre-offensives immédiates. Il dictait des manœuvres tactiques à des divisions fantômes. Sur les cartes, l'armée allemande tenait encore ses positions. La réalité au-dessus du plafond de ciment racontait un tout autre désastre. Les troupes s'effondraient, épuisées et privées de munitions. Les soldats marchaient en lambeaux à travers les gravats. Le sommet du commandement n'avait plus aucune prise sur le front. Les ordres d'attaque parvenaient finalement à une armée qui n'avait déjà plus la capacité physique de se défendre. À la surface, l'aveuglement absolu des chefs militaires se mesurait par les chiffres précis du désastre imminent. 2 300 000 soldats, l'impressionnante armée rouge de Zhukov avançait avec 6 000 chars et 40 000 canons d'artillerie lourde. Les colosses d'acier approchaient. Le char super lourd IS-2 de 46 tonnes utilisait son canon de 122 mm pour pulvériser les bunkers. Face à cette puissance destructrice, le général Weidling commandait seulement 750 000 défenseurs allemands épuisés. Le déséquilibre numérique restait implacable. 2 300 000 soldats soviétiques suréquipés écrasaient les 750 000 miliciens vieillissants du Volkssturm. Les réserves matérielles s'évaporaient. Le Reich conservait à peine 1500 chars endommagés et 2000 avions cloués au sol. Cette mobilisation fanatique relevait d'une pure logique d'autodestruction. Le sommet nazi sacrifiait cyniquement sa propre population civile. L'espoir tactique disparaissait totalement. Des vieillards fatigués de 60 ans y côtoyaient des enfants de 12 ans. Ces jeunes recrues finissaient poussés sous les lourdes chenilles ennemies. Un adolescent effrayé brandissait un Panzerfaust jetable face au char. L'impact devenait inévitable. Le régime moribond préparait la capitale pour 16 ultimes jours d'enfer urbain. Les éclairs de 40 000 canons déchirent simultanément l'obscurité au-dessus des banlieues. Le 16 avril 1945, exactement à 4 heures du matin, l'anéantissement physique commence. Le feu massif s'abat d'abord depuis les hauteurs de Silo. C'est la dernière grande ligne défensive avant la capitale allemande. L'assaut d'artillerie le plus massif de l'histoire du front vient d'éclater. Les salves des lance-roquettes Katyusha s'abattent. L'infrastructure urbaine subit une destruction méthodique sous un déluge ininterrompu d'acier. Des millions d'obus pulvérisent les façades des bâtiments publics monumentaux, anciens symboles du pouvoir.
Le béton armé s'effondre. Des tonnes de briques brisées bloquent immédiatement les rues étroites. Ce chaos structurel paralyse le passage des unités d'infanterie. Des carcasses calcinées s'entassent dans ces décombres infranchissables. La progression de la machinerie lourde devient physiquement impossible au milieu du désastre. La capitale du Troisième Reich se transforme en un labyrinthe mortel de ruines. Une odeur âcre et suffocante emplit l'espace confiné. Un mélange épais de poussière de briques et de gaz de poudre envahit les caves obscures de la ville. Chaque maison isolée constitue un bunker. Chaque sous-sol devient un tombeau potentiel sous le feu continu pendant ces 16 jours d'enfer urbain. L'environnement urbain disparaît totalement sous les tirs. La ville morte repose en silence sous la poussière de briques. 1 million d'Allemands ont rempli les registres officiels des pertes en seulement 16 jours. Cette métropole fantôme a révélé la réalité de ces pertes terrestres. Ce volume de corps obligera plus tard les spécialistes à fouiller les cimetières forestiers de la banlieue. La bataille pour la capitale s'est concentrée sur une superficie urbaine de 880 km². Cette topographie confinée a accumulé des centaines de milliers de cadavres au milieu des blocs détruits. 100 000 soldats allemands ont perdu la vie en tentant de défendre chaque carrefour jusqu'à l'épuisement des munitions. Les troupes d'assaut soviétiques ont payé un prix tout aussi lourd pour percer ces lignes. 80 000 vies ont été sacrifiées exclusivement pour obtenir le droit physique de hisser un drapeau sur le toit du Reichstag. Le 2 mai, les tirs d'artillerie ont finalement cessé dans le centre. Les résidents survivants ont commencé à ramper hors de leurs abris souterrains pour chercher de l'eau. Une épaisse poussière de briques flottait dans l'air, se mélangeant à l'odeur suffocante de la chair humaine en décomposition. Sur l'asphalte rendu brûlant par le soleil printanier, des chevaux morts jonchaient les boulevards. La faim aiguë a poussé les civils à s'agenouiller sur les pavés maculés de sang séché. Leurs lames de couteau découpaient péniblement des morceaux de viande crue à travers le cuir des carcasses animales. Les muscles commençaient déjà à noircir sous la chaleur, mais les habitants continuaient de remplir leurs récipients. La population piégée dans ces quartiers encerclés n'a eu aucune échappatoire face au feu croisé. Le décompte officiel des victimes civiles a fini par s'arrêter à 125 000 morts. Ces 125 000 cadavres civils et les centaines de milliers de soldats disparus ont exigé une véritable traque physique à travers les décennies. Le silence de mai 1945 s'est dissipé. 80 ans plus tard, les moteurs au diesel grondent. Joachim Kozlowski et Erwin Kowalke découpent la couche de gazon dans une forêt de la banlieue berlinoise. Ils opèrent pour le compte du service pour l'entretien des sépultures militaires allemandes. La manœuvre est brutale. L'excavateur arrache de lourdes mottes de terre sombre. Chaque centimètre retourné dévoile l'anatomie verticale du carnage. Les bombes d'aviation alliées de 453 kg avaient laissé d'immenses cratères dans le paysage. Les troupes allemandes utilisaient ces trous béants comme des réservoirs tout prêts pour des largages massifs de cadavres. Les camions baignaient les corps, la boue recouvrait le tout. Aujourd'hui, les experts sondent ces gouffres forestiers. Le sol plat cache une réalité vertigineuse. Les squelettes écrasés par le poids de la terre tapissent toutes les strates du sous-sol. Certains restent affleurent à 50 cm sous le tapis de feuilles. D'autres dorment bien plus bas. Dans ces anciens entonnoirs de bombes, les eaux s'entassent parfois jusqu'à 15 mètres de profondeur. Dans ces fosses inondées, l'humidité souterraine ronge les plaques d'identité métalliques jusqu'à l'effacement total. Le fer disparaît. Pourtant, la boue acide épargne le matériau le plus inattendu. La rouille détruit l'acier de l'armée, mais elle préserve la fragilité de la porcelaine dentaire. Le travail des légistes commence par ce minuscule détail intact. Une brosse dégage la terre noire. L'éclat brillant de la porcelaine blanche apparaît sous la boue. C'est un simple plombage. En 1945, la dentisterie de campagne soviétique n'utilisait pratiquement jamais cette céramique spécifique. Ce morceau de matière vernissée devient un marqueur indiscutable d'appartenance à l'armée allemande. Cette distinction technique oriente immédiatement les recherches. À partir d'une unique dent reconstituée, les experts plongent dans les archives. Ils croisent ce plombage isolé avec des millions de dossiers de disparus de la Wehrmacht. La médecine légale surpasse la bureaucratie militaire de l'époque. Les crânes fracturés parlent beaucoup plus clairement que de simples documents officiels désintégrés par le temps. Parfois, la terre livre d'autres preuves matérielles, comme un simple anneau de mariage terni.
Ces objets intimes relient les restes anonymes à des épouses qui ont attendu toute leur vie. Mais la trouvaille la plus sombre émerge plus bas. Les chercheurs dégagent des chaussures. Elles sont conçues pour des pieds d'enfants. Ces petits souliers en cuir signent la présence des enfants soldats des jeunesses hitlériennes, 12 ou 13 ans. À quelques centimètres de ces chaussures d'adolescents, la brosse du fouilleur écarte la terre. Elle dégage le métal de ce qui les a tués. Un détonateur de bombe aérienne apparaît sous une couche d'argile compacte, intacte, à peine à quelques centimètres des ossements. Ces blocs explosifs pèsent des centaines de kilos. Ils patientent depuis 80 ans. Une bombe britannique de 500 livres contient 100 kilos d'amatol. L'excavation s'arrête net. Les démineurs avancent. Alors que l'expertise dentaire rendait des noms aux simples soldats au milieu des obus non explosés, une technique criminologique similaire fut requise pour identifier le principal responsable de cette catastrophe. Les violentes explosions de l'artillerie soviétique ravageaient la zone au-dessus du bunker, étouffant la tentative précipitée des gardes pour incinérer les restes. Ces mêmes compétences d'investigation médico-légale menèrent les unités du Smersh directement dans le jardin de la chancellerie du Reich. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler et Eva Braun avaient choisi le suicide pour éviter la capture. Le 4 mai 1945, 400 000 soldats soviétiques occupaient déjà les ruines de Berlin. Les agents entamèrent l'inspection minutieuse du périmètre extérieur. Ils contournaient les débris de béton et descendaient prudemment au fond des immenses cratères d'obus. Une odeur tenace d'essence et de chair brûlée stagnait au-dessus de la terre retournée. Au fond d'un cratère creusé par les bombes, les enquêteurs trouvèrent 2 cadavres carbonisés, totalement défigurés par le brasier. La mort du dictateur devenait un épisode criminel exigeant des preuves matérielles tangibles. Le contre-espionnage russe refusa d'accepter l'incertitude des premiers témoignages. Les officiers réclamèrent l'établissement de preuves physiques irréfutables pour attester officiellement la mort de leur cible. Pour identifier ces restes calcinés, les officiers soviétiques exigèrent un dossier clinique. Comment authentifier un corps sans aucun trait facial? Le monde espérait dévisager la dépouille du dictateur. Pourtant, la vérité se réduisait à des ponts dentaires en or fondu. Le renseignement militaire ratissa les décombres de la capitale. Le Smersh captura Käthe Heusermann, l'assistante personnelle de Hugo Blaschke, le dentiste du chancelier. L'expertise médicale commença sans délai. Les médecins légistes superposèrent les anciennes radiographies avec le fragment de mâchoire exhumé. L'usure des couronnes correspondait parfaitement. Cette approche clinique brisa le mythe d'une fuite vers l'Amérique du Sud. Les plaques radiographiques démontrèrent une correspondance de 100%. Durant 25 longues années, les dépouilles furent déplacées continuellement à travers diverses localisations secrètes. Alors que l'expertise médicale venait de certifier la mort du dictateur, Joseph Staline ordonna personnellement de soustraire ses restes au regard du monde. Le dirigeant soviétique entretenait une peur maniaque et viscérale de voir une véritable tombe se métamorphoser en un futur lieu de pèlerinage néo-nazi. Par conséquent, les corps subirent une succession d'enfouissements clandestins qui tracèrent un itinéraire obscur, de la ville de Buch jusqu'aux casernes de Magdebourg. Cette dernière position géographique répondait à une logique purement stratégique. La commune appartenait au secteur d'occupation soviétique, où le stationnement permanent de la 3e armée de choc garantissait le maintien absolu du secret d'État. En 1970, sous une directive stricte de Youri Andropov, un groupe spécial du KGB organisa une ultime exhumation. Soumis à une température extrêmement élevée dans les fours, les derniers fragments osseux se volatilisèrent pour ne laisser qu'une poussière impalpable. Cette procédure clinique paracheva un vaste projet visant l'effacement géopolitique du responsable politique. Les officiers du renseignement dispersèrent ensuite minutieusement ces cendres fines dans les courants froids de la rivière Biederitz. Autour de cette voie d'eau, l'héritage se réduit aujourd'hui à exactement 0 trace physique ou pierre commémorative. Pendant que les cendres du dictateur disparaissaient dans l'eau, la terre conservait ses victimes. Les fouilleurs extraient encore aujourd'hui des squelettes anonymes de sous les racines des forêts berlinoises. C'est l'héritage réel de l'année 1945. Les flèches tactiques des cartes disparaissent, le prix se mesure dans les fosses. À Albe, l'encerclement a laissé près de 30 000 cadavres parmi les arbres. 80 ans plus tard, les pelles heurtent toujours le métal.
Des plaques d'identité rongées par la rouille émergent de la terre humide. Des lambeaux d'uniforme accompagnent les ossements. Le processus d'identification reste lent. Chaque morceau de zinc illisible maintient le silence pour des dizaines de milliers de familles. Les archéologues nettoient les trouvailles. Pas d'hommage, pas de discours. L'histoire subsiste comme une structure concrète d'os et de fer, dissimulée sous la surface. Chaque squelette et chaque plaque d'identité extrait des forêts de Halbe documentent le prix du nationalisme. À l'époque, la dictature promettait le contrôle total du continent. Aujourd'hui, l'Empire se limite à des chaussures abandonnées dans la boue. La décomposition interne du Troisième Reich a physiquement ravagé l'Europe. Les pertes démographiques de l'Allemagne lors de cette guerre ont dépassé 7 millions de personnes. L'État a définitivement sombré au printemps 1945. Le silence a remplacé les marches militaires. Des alliances en or et des chaussures d'enfants gisent encore au fond des cratères de bombes. Les archéologues exhument le bilan d'un aveuglement collectif. L'histoire devient pure matière. Le sol documente la réalité du désastre. La terre dissimule les ultimes preuves. L'enquête revient inexorablement à son point de départ. Dans le jardin de la chancellerie, la terre bouleversée recrache les mêmes artefacts au bord des cratères d'obus.